propose, c'est d'enchaîner avec l'intervention de Laurence Vanin, avec qui vous allez pouvoir échanger. Mais avant, ce que je vous propose, c'est de scanner ce QR code que vous voyez, de l'ouvrir, parce que Laurence a 3 questions à vous poser et qui vont alimenter effectivement le sujet. Et je vais passer la main du coup directement à Lauriane pour qu'on puisse avoir accès directement à la présentation. Et j'arrête de partager. Donc, vous pouvez, Lauriane, si tu peux donner la marche à suivre. Alors, du coup, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. On ne voit pas le quiz hein, sur Slido. Alors, c'est normal, j'attends que tout le monde soit connecté, comme ça, après, je peux l'activer. Vas-y, active-le. Ah, ça y est, il a apparu. c'est bon. C'est bon. OK. Alors, du coup, et ensuite, on fait l'enquête, c'est ça? Normalement, après, je peux démarrer le quiz. Là, j'attends juste, j'ai 6 personnes. Démarre-le. OK. OK. Si on voit la seconde question. Hop. Laurence, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire parce que je pense qu'on va avoir du oui quasiment partout. Ah là, c'est un peu plus mitigé quand même. C'est plus mitigé sur la deuxième question. Alors, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Là, on devrait peut-être avoir un 100%. Effectivement. Ouais. Tu vois en live, Laurence, les résultats? Oui, je vois. Alors, ce que je te propose, maintenant que tu as vu tous ces résultats, et merci à tous d'avoir contribué, c'est de prendre la main pour nous présenter l'homme est-il un être prédictif? Exactement. Alors, je vais me mettre en mode partage. Voilà, on voit ton écran. Ce qu'il faut, c'est en mode… Voilà. Est-ce que vous avez le… Alors, oui. Voilà. OK. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie Hélène Campourcy, bien évidemment, de m'avoir invitée à participer à cette matinée Pink Innov. Et je suis très heureuse de représenter l'Université Côte d'Azur, notamment par le prisme de ma pensée qui est orientée vers la philosophie et surtout en tant que représentante de la chaire Smart City Philosophie et Éthique qui œuvre en ce moment à la compréhension justement des intentions, puisqu'on parle de la Smart City comme étant la ville du futur. Pour moi, on est déjà dans la Smart City, mais bon, on va dire qu'on va se caler sur Paris avec le projet 2050. Et c'est vrai que cette tendance Smart City ne peut se faire, selon moi, sans une vision philosophique, c'est-à-dire sans convier les grandes sagesses et sans une éthique, c'est-à-dire la considération des grands enjeux de nos libertés et de nos vies de demain. Alors, merci pour cette invitation, d'autant plus que, bien voilà, la question qui se pose, et on l'a vu avec la réponse que vous avez faite très largement dans le sondage, j'ai remarqué que soit c'est du 100%, soit on tombe dans les 80%. Donc, de 80 à 100%, pour moi, on est largement au-dessus de la moyenne, ce qui veut dire qu'en gros, vous êtes connecté tout le temps, vous sauvegardez effectivement dans le cloud, vous êtes plus ou moins abonné à des services particuliers, donc vous êtes des êtres connectés, et donc vous êtes
des êtres traçables. Voilà, la vérité est là. Et donc, il va falloir un peu réfléchir à ces questions. Alors, voilà, je voulais vous demander et je voulais vous montrer qu'est-ce qu'un homme. Alors, bien entendu, j'ai choisi un homme un peu particulièrement charmant qui fait un peu la cuisine, donc qui est en plus épousable. Vous voyez que c'est absolument fabuleux. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais vous l'avez compris. D'un côté, on a des algorithmes avec, bien sûr, le mathématicien qui a pensé le nombre et qui a formulé les premiers algorithmes pour donner ce premier langage dont on parlera plus tard dans l'informatique et dans l'intelligence artificielle. Et puis, en parallèle, je vous ai mis un être charnel, c'est-à-dire un être qui est, selon moi, imprévisible parfois et qui peut agir selon son libre arbitre. Alors, la grande question qui se pose lorsqu'on parle de cette humanité qui est aujourd'hui conditionnée par l'algorithme et par l'arrivée des technosciences qui envahissent tous les domaines, et notamment le principe de vie connectée, eh bien, c'est voilà, vers quoi tend-on? Est-ce qu'on va vers cette espèce de grand point d'interrogation qui nous faut poser des questions sur l'orientation de l'humain qui lui-même va être transformable, et on considère aussi que l'homme peut devenir l'hybride, et non seulement l'hybride, mais peut être aussi l'homme cyborg, et il peut être cet homme qui demain pourra être équipé comment dire, de prothèses ou de nanotechnologies intégrées dans le corps pour pouvoir, en fin de compte, se connecter comme un objet. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'homme de demain sera un objet comme les autres? Et là, vous voyez, j'ai mis cette évolution de l'humain qui tend vers ce robot, cet humanoïde particulier, ce techno-humain, comme j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, j'ai fait exprès, je vous mets en parallèle l'évolution des robots qui au départ étaient des espèces de gros cubes avec des bras articulés et qui petit à petit se redressent comme l'humain, libèrent la main comme l'humain, libèrent la parole aussi, et en plus mime une intelligence. Donc on est véritablement dans une sorte de comment dire, de mimétisme, et on comprend, si on croit en Dieu, on va dire que Dieu a créé l'homme à son image, eh bien l'homme crée le robot à son image. Et donc quelque part, c'est une façon peut-être de prendre une revanche sur le mythe de Prométhée et de se dire qu'effectivement, on est dans la grande aventure de l'humain. Mais qu'est-ce que l'humain, justement? L'humain, eh bien, c'est un homme, plutôt comme dirait Heidegger, c'est un être des lointains, c'est un être qui veut anticiper sur son devenir parce que on est toujours préoccupé. Quand je dis préoccupé, ça veut dire être occupé avant. Hein. C'est la définition qui renvoie à l'étymologie naskor, naître, croître, mourir. C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous développer biologiquement, mais en même temps, comme nous avons une raison, une intelligence qui nous permet, par la conscience, de nous interroger sur nous-mêmes et de pouvoir faire notre retour à soi, eh bien de s'interroger sur demain, de s'inquiéter de la vie demain. Et puis, on redoute son avenir, ce qui est à venir. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, à l'heure de la révolution industrielle, on en est à la révolution 4.0. Moi, dans mon langage, je suis déjà à la révolution 5.0. Comment penser la ville de demain, comment la créer, mais surtout, comment faire avec cette technique qui a toujours une longueur d'avance. L'éthique, c'est presque comme, vous savez, l'arrivée de la brebis d'Oli avait posé question. L'éthique, c'est toujours les questions qu'on se pose après coup, quand les choses ont été faites et on se dit, est-ce qu'on a bien fait? C'est aussi Einstein qui se disait dans son ouvrage Le monde tel que je le vois, il disait la chose suivante, peut-être que ce que j'ai trouvé, je n'aurais jamais dû le divulguer à l'humanité parce que je sais que ça porte aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire la possibilité d'un mauvais usage. Donc voilà, nous sommes des êtres préoccupés, nous anticipons sur l'avenir, nous pensons en amont, nous sommes des êtres vulnérables et nous ne l'admettons pas toujours. Nous avons une sorte de besoin de nous adapter au changement et les transitions aujourd'hui vont tellement vite que c'est complexe. Ça va vite, pourquoi? Parce que je me souviens que dans les années, alors bon, moi 50, j'étais pas née, mais je veux dire, dans les années 60, 70, on a vu arriver au sein des maisons le modernisme, comme on dit, hein, l'aspirateur, la cocotte minute, la télévision, la machine à laver, le téléphone. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas 100 ans. Et nous en sommes aujourd'hui à avoir des ordinateurs et des objets autonomes, ce qui veut dire que quelque part, l'humanité se retrouve avec comment dire, un accroissement et une multiplication de l'univers des objets qui deviennent des objets de plus en plus, comment dire, abstraits, parce que nous, on ne sait pas trop s'en servir. Je ne sais pas vous, mais généralement, un téléphone, on prend quelques photos, mais on ne connaît pas trop la magie de l'objet, c'est-à-dire son abstraction. Nous en restons au premier degré de l'objet et c'est un degré assez, comment dire, assez flou pour nous.
Donc, nous sommes dans une préoccupation de l'avenir. Nous sommes en train de nous demander si la Smart City, si tous ces objets connectés, finalement, nous ne sommes pas rentrés nous-mêmes dans un grand projet qui serait le projet d'une propagande de force de vente avec une force de fatalité à l'égard du monde qui est en marche, qui doit progresser, se développer à partir des technosciences. Et on s'interroge parce que, bien évidemment, on se dit comment faire dans ce monde qui avance très vite si nous-mêmes, on n'a pas envie forcément de cette accélération. On a peut-être envie de modernité, effectivement, mais peut-être plus tranquillement, c'est-à-dire avoir le temps d'intégrer la puissance des objets, les analyser, les comprendre, comprendre aussi la manière dont ils peuvent être mal utilisés pour pouvoir recentrer nos usages et peut-être aussi avoir un droit à la déconnexion. Donc, on est aussi face à des problèmes que l'on rencontre aussi et qui font qu'on veut, les politiques locales, les territoires veulent réenchanter la cité et veulent accélérer en quelque sorte le processus de création de la Smart City, bien parce qu'on a on a envie de remédier à des problèmes de santé liés aux pollutions essentiellement, et puis la surpopulation. Aura-t-on les moyens de mener à terme notre révolution numérique quand on sait que les ressources sont rares et donc elles s'appauvrissent? Et comment faire avec cette Smart City? Alors, le mot smart, c'est souvent mal employé. C'est la ville intelligente, maline, rusée. Alors, dans le malin, il y a le malin. Hein, ça peut être aussi avec tous ses travers. Et en même temps, qui a envie d'être la ville sécuritaire, protectrice, celle qui va résister aux risques, celle qui va, comment dire, prévenir des catastrophes, envisager d'anticiper tous les scénarios de demain, etc., etc. Donc, si on recentre sur quelques idées, quelques valeurs de cette Smart City, on va dire que c'est un ensemble de prouesses techniques, c'est un espace repensé avec de la verticalité et des espaces que l'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a une forme comment dire, de dématérialisation par le biais des algorithmes, et en même temps, cette dématérialisation nous place face au mystère de l'algorithme et donc à une forme d'opacité des systèmes que nous ne comprenons pas toujours. Et puis, on l'a bien dit, c'est aussi ce qui veut répondre à des problèmes écologiques. Si nous sommes nombreux dans des espaces restreints, comment consommer? Et il faut protéger notre nature. On en a pris conscience davantage, d'ailleurs, avec l'arrivée du Covid. On a aussi une volonté économique. Comment va-t-on faire pour que la ville soit inclusive et pour qu'on ne laisse personne, entre guillemets, dans comment dire, dans une forme de désert numérique ou alors dans un électronisme qui serait considéré comme invalidant pour pouvoir être un citoyen participatif. Il y a de la planification, il y a de la modélisation, il y a de la mobilité, de la sécurité. Vous voyez, la Smart City, c'est un très vaste domaine et il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, comme le disait très bien Charles Palanca, tout passe par les données et par la façon dont on les recueille. Et le monde de demain, je vous ai montré là maintenant des images un peu idylliques pour vous montrer ce couple qui contemple, etc. La ville, moi je me méfie un peu de tout cela. Je me dis, j'espère que toutes les villes demain ne se ressembleront pas, avec des grandes tours de verre qui seront tellement transparentes qu'on sera nous-mêmes transparents par l'ensemble des données. Nous serons ces citoyens de verre. En même temps, la verdure que l'on veut faire pendre le long des immeubles, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on a réintroduit la nature dans l'espace urbain ou est-ce que c'est un camouflet? On peut s'interroger. Et puis, comment tous ces bâtiments intelligents vont s'auto-réguler. On peut avoir des panneaux solaires pour chauffer ou produire de l'électricité. On peut avoir de l'eau qui, comment dire, est récupérée par les eaux de pluie et qui peut alimenter les jardins, les chasses d'eau, etc. On peut envisager plein de choses. Et puis, surtout, voilà, on en arrive à des questions éthiques, les questions éthiques et philosophiques. Les habitats vont se transformer. Et là, je vous montre deux habitats qui sont pour moi assez exceptionnels, à savoir qu'ici, vous avez dans la première pièce, vous avez un salon avec tout un décor. Ce décor, ce sont des écrans. Demain, je peux y mettre une cascade avec l'impression d'une chute d'eau. Là, ici, vous avez un lit, mais quand on se tourne et qu'on regarde l'intérieur, ce sont que des écrans, c'est-à-dire qu'on peut travailler chez soi. On peut faire baisser ici des rideaux, des volets, on va dire, roulants, ce qui fait que vous vous retrouvez dans un bureau avec des lumières et vous pouvez être en visioconférence, isolé, tranquille, pendant que vos enfants ou votre femme profitent dans le salon. Dans la pièce à côté, vous avez une chambre où vous avez la jeune femme qui finalement, sur ses écrans, bon, pas spécialement dans ce modèle-là, mais généralement peut se contempler et voir également quelles sont les couleurs qui vont lui aller le mieux aujourd'hui, suivant son teint, l'énergie qu'elle dégage, etc. Donc, on se rend compte qu'on est avec des décors sur écran, on a des puissances de l'éphémère, puisque les choses
sont augmentées par une réalité. Et en même temps, ce décor qui est présenté, la chute d'eau, la vue sur la ville, la représentation d'un monde de verdure, tout ça, c'est de l'éphémère. C'est un monde d'illusions où on se joue d'eux. Et on se joue de quoi? Ben, on se joue de nous-mêmes, puisque quelque part, la nature existe vraiment et que ce que nous faisons, ben, c'est peut-être passer à côté des choses. Et là, ça pose des questions éthiques. Ça les pose d'autant plus que dans la ville, ce qu'on nous présente comme quelque chose de fantastique, à savoir la gestion du stationnement, la possibilité d'arriver dans une rue avec des détecteurs de pollution, des éclairages modulables, des recharges de véhicules. Bien évidemment, tout cela, c'est propice, on va dire, à une organisation de la cité, à une valorisation de la rue, à une, comment dire, une exploitation comment dire, des ressources pour les utiliser, les optimiser et peut-être penser aussi les recyclages. Tout ça, c'est extrêmement performant et utile à l'humain, surtout dans les conditions d'une ville qui serait amenée à être repensée parce qu'on est tous nombreux à s'orienter vers la ville. Mais en même temps, tout cela, c'est un ensemble de données qui sont récupérées, stockées. Si vous vous garez dans votre rue tous les jours à 18h quand vous rentrez de votre travail, le jour où vous rentrez à 19h30, eh bien, ça y est, c'est l'anomalie dans le système. Et donc, en quelque sorte, vous devenez des êtres complètement, comment dire, sous surveillance, pas parce qu'on vous observe à la caméra nécessairement, mais parce que toutes les données renseignent exactement sur vos pratiques, vos usages et ce que vous faites dans votre vie. Et avec la domotique dans les appartements et les smart grids, c'est-à-dire la volonté de faire des économies d'énergie, eh bien, on saura exactement comment vous vous déplacez dans votre bâtiment, ce que vous consommez exactement. Et si vous sortez un peu du cadre parce que vous voulez consommer plus, eh bien, vous serez, entre guillemets, identifiable. Et puis, il y a les téléphones. Alors là, j'en fais un peu, j'ai pris ces images parce que je trouvais ça assez marrant. C'est vrai que les relations avec les humains aujourd'hui passent souvent par l'interface. C'est-à-dire qu'on regarde son smartphone et plus l'humain. Et parfois, on peut même envoyer un SMS à la personne qui dîne avec nous au restaurant parce qu'on est 4 ou 5 et puis chacun est dans son monde et donc finalement, on communique par objet interposé. Alors, est-ce que le prolongement de la main, on avait dit que c'était l'outil, hein, c'était le silex pour l'homme de Néandertal. Est-ce que le prolongement de la main, aujourd'hui, c'est le smartphone? Et est-ce que ce smartphone n'amène pas à quelque chose de cette main presque magique, j'ai envie de dire, cette puissance de l'algorithme qui se fabrique derrière nous et le pouvoir aussi que nous avons dans un clic? Je rappelle que cliquer et adhérer, c'est dire oui, c'est donc valider un contrat. Et donc, beaucoup l'oublient. Les contrats du futur, ça ne sera pas un bail que vous allez signer au bas d'un parchemin. Le contrat du futur, ce sera le clic qui aura donné l'adhésion. Donc, lisez bien les formulaires, hein, parce que demain, on peut vous faire signer n'importe quoi, puisque peu de gens lisent en réalité. Et puis, voilà, dans la Smart City, tout est transformé en données, des datas. Donc, il y a des problèmes de stockage. Hein, comment stocker quand ça consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir, entre guillemets, rafraîchir les données. Ces collectes d'infos sont des collectes sans fin, avec des traitements permanents. Et il y a des algorithmes qui travaillent en permanence sur ce qui est recueilli. Et puis, il faut savoir, pour travailler avec des ingénieurs, que l'algorithme, c'est quelque chose qui, au départ, est créé par l'ingénieur. C'est quelque chose qui est engagé dans une IA. Mais dès que l'IA est capable d'apprendre seule, elle compose elle-même à partir des données qui l'alimentent. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a une perte de contrôle de celui qui a posé les algorithmes initiaux, c'est-à-dire qu'il y a une recombinaison, il y a une combinatoire des algorithmes qui ne sont plus contrôlables. Et quand vous demandez à un ingénieur, tiens, là, il y a une anomalie, comment la corriger? Il y a tellement d'imbroglio de systèmes de données qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent qu'il est très complexe de trouver où est l'anomalie à corriger. Et ça, il faut le savoir, parce que ça veut dire que quelque part, on peut perdre la main et ne pas pouvoir véritablement la récupérer. Sauf si on annule l'algorithme et on interrompt l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut très bien arrêter la machine, on peut se déconnecter, on peut arrêter l'ordinateur, ce qui veut dire que nous avons quand même un pouvoir. J'ai envie de dire qu'il y a eu une grande transformation dans l'humain. C'est quand au XVIe siècle, on a mathématisé l'univers. Hein, les Grecs observaient. Au XVIe siècle, on mathématise, on donne des formules. 1/2 de gamma t carré, c'est la chute, c'est l'accélération. Donc, vous voyez, on transforme en formule mathématique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la grande modernité, et c'est ce qui va transformer tout le monde à venir, c'est le fait que notre monde est transformé, nos actions sont transformées en algorithmes. Vous voyez, c'est un langage informatique soutenu par des mathématiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ça veut dire que nos actes sont traduits en données. C'est ce qu'on appelle le deep learning. L'intelligence artificielle, finalement, elle fabrique des algorithmes à partir de tout ce que nous lui donnons.
Si je vais voir sur un site internet pour des lunettes de soleil, vous pouvez être sûr que dans la demi-heure qui suit, j'aurai la crème solaire. Si je prends une crème solaire, bien évidemment, on va me mettre la serviette de plage et pourquoi pas la destination exotique qui me permettra finalement bien de conclure en fin de compte ce tableau paradisiaque. Sauf que je pars peut-être à la montagne, ma crème solaire et mes lunettes étaient peut-être pour les grands glaciers. Je n'ai donc pas besoin de serviettes de plage et encore moins de destinations où on va trouver des palmiers. Ce qui veut dire en gros qu'il y a un problème avec ces prédictions faites par les algorithmes, c'est qu'au moment où j'ouvre mon ordinateur, là où je pensais moi qu'aller sur Internet, c'était pouvoir accéder à un ensemble de données extraordinaires, pouvoir m'enrichir, m'instruire, etc., etc., eh bien d'abord, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de doxa, hein, en grec ça veut dire d'opinion, c'est-à-dire des gens qui écrivent, qui alimentent des pages alors qu'ils ne sont pas spécialistes pour le faire, mais ils le disent de telle manière qu'ils sont très crédibles, alors qu'en réalité, si on analyse véritablement, les contenus ne sont pas forcément vérifiés, ou en tout cas, ils ne sont pas forcément vrais. Et puis surtout, ce qui pose problème, c'est que tous ces contenus, si on cible vers mes choix, parce que je regarde tel type de film, d'où les streamings ou d'où les abonnements à Netflix, si je regarde telle ou telle chose plus fréquemment parce que j'aime ou je suis passionnée de jardinage ou d'astrologie, etc., ça veut dire qu'à un moment donné, mon ordinateur s'ouvre sur ces choses-là de manière prédictive et donc je ne peux plus avoir à l'esprit autre chose que ça. En gros, le péril, ça serait que l'homme s'oublie lui-même parce qu'au moment où il se connecte, eh bien, il trouve des sujets qui sont en rapport avec ce qu'il aime. Forcément, il va cliquer, il va naviguer là-dedans et il oublie qu'il est libre, qu'il peut aller voir autre chose, qu'il peut changer d'avis, qu'il peut faire mentir l'algorithme et que donc il a un pouvoir sur sa destinée. Alors là, bien évidemment, ce que je vous dis, c'est terrible. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut peut-être taper sur Internet des choses qui ne sont pas celles que vous aimeriez véritablement chercher pour trahir un peu le suivi. Et puis, de temps en temps, il faut aussi faire preuve d'initiative. Il faut arrêter avec cet esprit paresseux qui se laisse guider par la machine. Il faut reprendre possession de son destin et donc de sa liberté et choisir pour soi-même. Et ça, c'est compliqué dans un monde où on veut de la facilité, la culture light, les choses aisées. Vous voyez, c'est compliqué tout ça. Et puis, la conservation des données. Il y a un axe sécuritaire. Et oui, parce que mes données sont stockées, mais elles sont stockées où et par qui? Et puis, si une entreprise a stocké des données que j'ai accepté de donner, si l'entreprise est rachetée, comment sont reprises les données? Quelles sont les durées de vie des données? Et puis, si aujourd'hui, mes parents mettent des photos de moi bébé sur leur profil Facebook, est-ce que j'aurais envie, moi, quand j'aurai 20 ans, de retrouver ma bouille pleine de purée ou de chocolat sur le nez parce que j'ai mal mangé ma tartine? Est-ce que j'ai envie que ce soit ces images-là qui soient sur le net de moi ou est-ce que je préfère que ces photos-là restent de l'ordre du privé, dans l'ordre du sein de la famille, dans l'ordre de l'intime? Et à ce moment-là, est-ce que je vais me retourner contre mes pères et mères pour leur dire je suis contre le fait que vous m'ayez exploité ainsi et que vous ayez finalement, comment dire, vous m'ayez imposé un droit à l'image que je ne vous avais pas donné. Alors ça, c'est bien sûr des exemples que je vous donne. Et puis, il faut réfléchir et anticiper les conflits des logiques, tout simplement parce qu'il y a des antagonismes assez importants. Tout d'abord, il y a une circulation des données, des besoins de sécurité, donc la première chose. Puis, deuxième point, on se dit aussi que la sécurité publique peut mettre à mal les données personnelles, on l'a bien compris, mais surtout que la sécurité industrielle consomme de la donnée. Donc, il y a quelque chose de paradoxal. L'industrie a besoin de faire des études de marché. Pour ces études de marché, bien, c'est plus pratique de le faire par la donnée parce que l'intelligence artificielle va vite et donc elle fait gagner du temps et donc elle rend l'entreprise optimale. Et en même temps, cet humain qui dit mais attendez, calmez-vous, j'ai pas envie que toutes ces données soient là accessibles, que vous vous en serviez, etc., etc. Eh bien là, on est dans un souci éthique. Alors je rappelle que l'éthique, on parle beaucoup d'éthique juridique, le RGPD juridique, mais il y a l'éthique d'avant, c'est-à-dire celle posée par les philosophes, qui renvoie à l'éthos en grec et qui renvoie à mores en latin. Et ça sous-entend ce qui est lié à l'habitude, ce qui est lié au lieu, ce qui est lié à la chose répétitive, en gros à la tradition. Donc la norme ne vient pas d'en haut par le juridique, elle vient d'en bas par la tradition. Et donc, souvent, on a dit que l'éthique pouvait être individuelle. Et moi, j'aimerais ouvrir à un autre sujet, et j'espère peut-être qu'un jour, Hélène m'invitera à parler d'éthique et qu'on pourra réfléchir ensemble à cette question. Et je vous la pose, peut-être que vous réunirez des éléments et on en parlera un autre jour, à savoir, est-ce qu'on peut aller vers une éthique collective?
pour moi, c'est une grande question parce que si on en reste à l'idée de dire c'est de la tradition, c'est lié à la communauté, c'est lié donc au communautarisme d'une certaine façon. Ça veut dire qu'un petit groupe, en fonction de sa tradition locale, peut imposer une façon d'être. On est embarrassé. En même temps, au nom de la singularité, du droit à chacun d'être différent, on ne peut pas, comment dire, harmoniser le tout en effaçant les spécificités de chacun. L'homme est un être singulier et heureusement qu'il l'est parce que ça fait la richesse de cette humanité. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas vocation à créer une éthique collective, c'est-à-dire avec des grands principes vers lesquels nous pourrions, comment dire, nous orienter et poser à l'horizon de nos actions des valeurs. Et ces actions seraient communes en quelque sorte à tous. Et ça répondrait à ce que disait en introduction Charles Palanca, à savoir, il manque, puisque maintenant nous sommes des individus seuls face à la mondialisation, il manque ce que moi j'appelle du local associé à du global. Et à ce moment-là, on pourrait entrevoir une nouvelle éthique. Je laisse ça à votre appréciation et j'espère qu'on en reparlera. J'espère que vous aurez des idées et qu'on pourra faire un livre blanc de l'éthique collective associée à la donnée, aux usages de l'IA dans la ville connectée. Donc, ça veut dire que les territoires sont amenés à changer. Il devient un lieu et non plus un déploiement d'espace. Avant, on était dans un espace quadrillé. Maintenant, on est dans une dématérialisation de l'espace, ce qui fait que ça change la décision publique et il y a une opacité. Donc, il faut pouvoir faire confiance. Et puis voilà, l'homme hyperconnecté, c'est celui-là. C'est ce citoyen de verre, c'est celui qui demain peut être sous surveillance et observable à tout moment. C'est celui qui demain pourra même avoir une puce sous la peau ou même un vêtement translucide, comme on l'a vu à la dernière Fashion Work de Berlin, où on trouve des vêtements avec des écrans carrément sur des rebords de veste. Enfin, c'est extraordinaire, oui. Mais attention, si l'homme est traduit en algorithme, si on prédit parce qu'il a cherché des lunettes de soleil qui veut aller au soleil, eh bien, attention, ça veut dire que l'homme, qui n'est normalement, selon Sartre, rien d'autre que son projet, c'est-à-dire qu'il est libre, il est condamné à être libre et à penser pour lui-même et par lui-même, se retrouve un homme manipulé par l'anticipation des algorithmes qui lui disent, avant qu'il décide de se choisir, comment il doit être. Mais c'est terrible, ça. Parce que regardez, quand on vous demande à la vie, oui, tu devrais faire ci, tu devrais être comme ça, tu devrais faire un effort sur ci. Généralement, on n'est pas très sympa. On envoie balader et on dit, oh, je suis un peu comme je veux. Par contre, je m'étonne de cette docilité face à la demande de l'algorithme. Je trouve que nous sommes très dociles et très gentils à l'égard des robots qui ne sont pas forcément bienveillants. Ils sont robots, ils sont équipés d'intelligence artificielle, ils sont là pour nous interroger, peut-être aussi pour nous espionner. Je nous trouve très aimables envers Siri et peut-être un peu moins aimables envers Gaston, Albert ou Simone. Vous voyez, on a des difficultés réellement à, à faire la distinction entre être aux ordres de la machine et être en disposition d'humanité vis-à-vis d'autrui. Est-ce qu'il n'y a pas une déficience de notre humanité? Donc voilà, le cauchemar, ça serait la perte de contrôle. Le fait qu'on pourrait se dire, il y a une collecte disproportionnée des données personnelles, une délégation des décisions critiques aux algorithmes, puisque maintenant on s'en remet à une intelligence artificielle pour le diagnostic même en santé. Il pourrait même y avoir un risque de discrimination quand l'intelligence artificielle est éduquée par des penseurs de 30 ans, jeunes, de sexe masculin et avec une couleur de peau blanche. Vous voyez, ça voudrait dire que ça imposerait un écosystème numérique auquel on devrait se plier et un écosystème qu'on ne verrait pas arriver. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de paradoxal. Ça aurait la puissance et ça aurait la puissance d'une main invisible. Donc, il faut quand même s'intéresser à tout cela. Et puis, quelles vont être les valeurs humaines? Est-ce qu'il n'y a pas y avoir de l'oubli de soi avec un individualisme exacerbé, un repli sur soi? Et puis, les no-life, ceux qui préfèrent finalement parler à un robot, vivre chez soi, se connecter et puis avoir une espèce de vie qui n'est plus la nôtre. Donc voilà, on est dans un amas urbain qui nous propose une réflexion sur le vivre ensemble, avec un impératif catégorique, la cité de demain qui est prévue pour 2050, ceux qui auront 5 ans en 2050 vont naître en 2045, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de leur construire ce qui relève pour nous de la fiction, la réalité dans laquelle ils auront à vivre, et eux, ils n'auront pas la possibilité d'accompagner le projet, ils vont naître dans le projet qu'on aura prévu pour eux. Donc, nous avons un devoir d'humanité vis-à-vis d'eux,
pour ça que je remets cette phrase d'Emmanuel Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même, y compris les générations à venir. Il faut penser l'aspect normatif de l'ensemble, comment on va normer les usages, comment on va poser des valeurs, comme je le disais, à l'horizon de la Smart City et du reste. Comment recréer du lien, hein, recréer du lien dans le quartier, recréer du lien avec son voisin, et en même temps, utiliser ces outils, parce que ce sont des formidables outils qui peuvent nous aider justement à être plus inclusifs. L'entreprise 5.0, pour moi, c'est celle où tous les droits de l'homme seront respectés, avec peut-être un oubli de l'argent du profit de l'ingénierie et de l'innovation au profit d'un homme qui, lui, sera avec l'IA dans le prolongement d'une main altruiste et intelligente, avec l'idée d'une liberté et non d'un assujettissement aux robots, avec le renforcement des égalités, la réduction des inégalités sociales, et puis surtout les modifications et l'évolution d'un enseignement avec peut-être la connaissance des open source, une appréhension différente des sujets, puisque le monde est amené à changer. Repenser cette humanité qui est nôtre au cœur de ces systèmes et de ces objets connectés qui vont évoluer avec nous et qui nous parlent et qui nous donnent l'impression d'être présents, alors que ce ne sont que des interactions que nous accordons. C'est nous qui leur prêtons effectivement une conscience et une intelligence, alors que je le rappelle, ce ne sont que des machines. Et il ne faut pas oublier les désirs humains, c'est-à-dire s'épanouir, vaincre nos fragilités, réduire les inégalités, penser que nous sommes vulnérables. Bien sûr, ne pas réduire le sensible, qui est important, mais ne pas non plus se laisser trop embarquer et diriger par nos émotions, parce qu'aujourd'hui, tout est émotion, et puis on en oublie parfois la réflexion. La pensée, je le rappelle, n'est pas forcément quelque chose d'austère, hein. Moi, je réfléchis tous les jours et j'ai l'impression que je vis bien avec la pensée. C'est plutôt agréable. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas rompre avec l'ordre de la nature, que le silence des dunes, quand rejaillit le sens, eh bien, renvoie à la flamme de l'élégance, hein. Je vais conclure ainsi, hein. J'ai toujours aimé le désert, on s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et son pendant quelque chose rayonne en silence. Et on a envie que justement, dans nos sociétés, quelque chose rayonne en silence, une âme, une atmosphère, que l'intelligence artificielle ne peut pas nous donner pour l'instant, puisqu'il faut des humains à l'œuvre dans tout ça. Et comme je le dis, attention, comme dirait Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Donc ne nous mettons pas à être dans le jeu du hasard. Ne nous aliénons pas à ces objets. Restons hommes, hein, ecce homo, avec nos défauts peut-être parfois, mais en même temps avec notre devoir d'humanité. Et en même temps, ne nous voilons pas la face non plus. Il faut ouvrir les yeux sur ces sujets pour mieux les appréhender et puis accompagner les changements. Un grand merci, Laurence, parce que très inspirant, ça pose énormément de questions, de remise en question par rapport à ce que l'on fait.